quelques mots pour vous dire en fait pourquoi Rwanda Truth Commission organise-t-elle une commémoration commune de la catastrophe rwandaise de 1994. Pourquoi Rwanda Truth Commission organise une commémoration commune pour les victimes des deux génocides? Le génocide commis contre les Tutsis par le courant des extrémistes Hutus au sein du MRND-CDR, le génocide commis contre les Hutus par le courant des extrémistes Tutsis au sein du FPR-DMI. D'abord, premièrement, c'est parce qu'il s'agit de deux réalités génocides incontestables. N'en déplaise aux négationnistes de tous bords. Un génocide commis sur des Rwandais, par des Rwandais, lesquels Rwandais avaient l'intention de détruire en tout ou en partie le groupe ethnique qui n'était pas de leur bord ou de le soumettre intentionnellement à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Nier le génocide de Tutsi, c'est du négationnisme. Nier le génocide de Hutu, c'est aussi du négationnisme. La deuxième raison, j'aimerais vous l'exprimer après vous avoir raconté cette histoire. Quand, au 29 avril, au 2 mai 2004, j'ai, avec d'autres, organisé la première rencontre des Stellans à Majorque, en Espagne, afin de briser les barrières qui entravaient le dialogue entre Rwandais d'ethnies différentes. Je venais d'apprendre une histoire stupéfiante que j'aimerais vous livrer. Alors que le fils de l'ancien ministre Frédéric Nzamuna-Mbaro au Canada se rendait à la célébration, à la commémoration du génocide, il a été pris à partie et interdit d'accès à la salle de commémoration par des personnes qui considéraient que ce n'était pas sa place d'y être parce qu'il n'était pas Tutsi. Pourtant, sa maman était Tutsi et avait été tuée par des éléments de la garde présidentielle dès le déclenchement du génocide. Son père, président du parti d'opposition PSD et ministre au sein du gouvernement de transition, favorable au retour des réfugiés et à l'avenir démocratique du Rwanda, avait été tué aux côtés de sa femme par les mêmes éléments de la garde présidentielle. Cette histoire m'a bouleversé. Ce fils de Nzamuna-Mbaro est Tutsi, de sa mère. Mais il n'a pas le droit de le célébrer avec d'autres. Son père, Hutu, a été tué pour sa défense, entre autres, de la cause des réfugiés, Tutsi. Cette histoire m'a vraiment bouleversé. Et j'ai dit, mais si finalement il y a une manière de tuer les Rwandais, c'est bien celle-là. Qu'on ne puisse pas être même solidaire, même, quand bien même on est victime directement, d'être même solidaire d'une partie des autres. Et c'est donc la deuxième raison pour laquelle nous célébrons ces deux génocides. Donc, si nous commémorons ensemble, c'est donc parce que cette catastrophe nous appartient tous et toutes.
la mort de l'autre pour ce qu'il est et ma propre mort. Nier comme humain. En particulier, si nous voulons créer par cette commémoration, cette solidarité, elle doit se faire en commun. Donc nous voulons entretenir une solidarité forte entre tous les parents survivants, afin que chacun considère le drame de l'autre, alors même que l'on vit soi-même son propre drame, lequel, en fin de compte, est semblable. La mémoire de nos morts qui piétinerait celle des autres serait au bout du compte sans valeur et n'imposerait nul respect. Troisièmement, c'est la troisième raison de notre commémoration, c'est parce que nous voulons permettre aux parents des victimes de s'extraire de la mainmise des extrémismes au sein de leur groupe ethnique qui ont pourtant commis l'irréparable au sein de l'autre groupe ethnique et en se présentant comme des sauveurs et des vengeurs de victimes, veulent récupérer, instrumentaliser, retirer des dividendes politiques de la catastrophe. En réalité, des génocidaires et des voleurs de deuil. Tant qu'il était encore en quête de reconnaissance intérieure et internationale, le courant extrémiste du FPR-DMI avait besoin des rescapés Tutsis qui lui apportaient le fond moral du génocide. Aujourd'hui qu'il a triomphé, a éliminé tous les politiques en son sein, a construit son capital économique, grâce notamment au pillage du Congo, il a assis le pouvoir absolu, il n'a plus besoin de ces rescapés, sauf ce qui se range derrière, aujourd'hui, ces mots d'ordre. Comme si le génocide n'appartenait plus aux rescapés Tutsis, il est le fait d'un pouvoir à Kigali. En exil aussi, il y a eu des courants extrémistes qui cherchent, il y a des courants extrémistes qui cherchent à garder l'emprise sur les réfugiés et assurer un leadership décisif sur eux. Et l'omerta sur les crimes génocides commis par la ligne dure du FPR, de ce service secret, DMI, et la justice tronquée et partiale de la communauté internationale par le tribunal pénal international sur le Rwanda, jugeant les seuls criminels au sein du MRND, CEDER, est utilisé en fait pour entraîner une solidarité qui lui permet de se conférer un statut de martyr héros, protecteur d'une ethnie globalement criminalisée. Paradoxalement, dans une criminalité globalisante. Pour nous, Rwanda Truth Commission, il est illusoire de perpétuer durablement la mémoire des innocents en s'appuyant sur un quelconque pouvoir criminel dévolu ou en exercice. Quatrièmement, s'il est indispensable pour se souvenir, pour lutter contre l'oubli des crimes aussi absolus, en même temps, nous ne voulons pas tomber dans les excès de commémoration qui risquent de tomber dans des lamentations perpétuelles, dans l'instrumentalisation du passé, le ressentiment, le désir de vengeance, la culture de la haine. Nous dénonçons la célébration d'une mémoire collective
qui ne songerait qu'à nourrir les désirs de revanche et à gratter indéfiniment les plaies de l'horreur au risque de perpétuer une nouvelle guerre ethnique. Nous voulons une mémoire vivante et apaisée qui nous permette de sortir de la manipulation intellectuelle de la plus belle eau et qui nous permette de construire un avenir inclusif et réconcilié de tous les Rwandais. Enfin, parce que ces crimes ont été commis par des humains sur des humains, nous aimerions que la mémoire, le souvenir, nous aide à essayer de comprendre l'horreur, même si on ne peut pas le comprendre, mais il faut essayer de le comprendre, parce qu'il peut se répéter. Parce que cela va nous aider à rester sur nos gardes, à aider à éviter que l'horreur ne recommence. Pour ce faire, donc, nous avons besoin de dire les choses et les accepter, les refuser, les bannir pour jamais parce que nous avons essayé de comprendre. Nous avons besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Comment cela a été possible. Pour nous en sortir donc, nous avons besoin d'un discours de vérité sur ce qui s'est réellement passé pour en arriver là. Comment une histoire aussi horrible a pu se dérouler au Rwanda en 1994 et dans les années qui ont suivi au Congo, 96 et autres. Nous avons envie de savoir que disent les parents des victimes, de toutes les victimes. Qu'en disent les témoins de cette catastrophe? Quels sont les acteurs? Quels sont les acteurs internes et externes Quels sont les acteurs internes et externes de cette catastrophe? Vous savez, je m'intéresse beaucoup sur l'histoire de la Shoah. Savez-vous qu'une grande partie de l'histoire de la Shoah juive a été écrite 20-25 ans après? Par analogie, parce qu'aujourd'hui nous célébrons le 25e anniversaire des deux génocides, cela veut dire que la grande partie de la catastrophe rwandaise de 94, d'avant et d'après, n'a pas encore été écrite. C'est donc maintenant que les témoignages, que les vraies enquêtes, que les vraies analyses de la catastrophe rwandaise doivent être dites, doivent être écrites. C'est, mesdames, messieurs, ce sont les différents buts que nous visons dans cette journée de commémoration des deux génocides, Tutsi et Hutu. Je vous remercie.